J'ai passé énormément de temps assise à ma table de cuisine depuis la mort d'Henri, buvant du café qui refroidissait avant que je ne me souvienne de le finir, regardant la chaise où il s'asseyait chaque matin avec son journal plié en 4. 31 ans, c'est long pour partager une cuisine avec quelqu'un. Assez longtemps pour que l'absence d'une personne devienne sa propre forme de présence. Un espace négatif exactement modelé sur l'homme que vous avez perdu. Henri-Eugène Beaumont. Il avait 68 ans lorsque son cœur s'est arrêté doucement dans son sommeil un mardi d'octobre. Les médecins ont dit que c'était paisible. J'ai choisi de les croire car l'alternative qu'il ait eu peur, qu'il m'ait cherché dans l'obscurité et que je ne me sois pas réveillé n'est pas quelque chose que je suis capable de supporter. Nous nous sommes rencontrés lors d'un repas partage à l'église en 1993. J'avais 42 ans, récemment divorcé, élevant seul mon fils Thomas dans une maison de 2 chambres sur Sycamore-Lane. Henri avait 40 ans, veuf avec une fille de 12 ans nommée Diana. Il avait apporté un gratin de haricots verts qui était franchement terrible, mais il a ri de ma blague à ce sujet, et c'est tout. Nous n'étions pas un couple glamour. Henri a travaillé dans la gestion municipale de l'eau pour la ville de Cincinnati pendant 26 ans. J'étais bibliothécaire scolaire. Nous conduisions des voitures sensées, prenions une seule vacance par an, généralement quelque part à distance de conduite, Gatlinburg ou Traverse City, et dînions à 18h tous les soirs. Le dimanche, nous allions à l'église. Le vendredi soir, nous regardions de vieux films. C'était une vie tranquille, et je l'aimais sans réserve. En y repensant maintenant, je peux identifier les moments qui auraient dû me pousser à poser des questions. De petites choses, le genre de choses qu'une épouse confiante explique sans effort. Henri gérait entièrement nos finances. Je n'avais jamais pensé à remettre cela en question. C'était simplement l'arrangement dans lequel nous étions tombés, et j'étais reconnaissante, honnêtement, de ne pas y penser. Il payait les factures. Il s'occupait des impôts. Quand je posais des questions sur nos économies pour la retraite, il disait « Nous sommes à l'aise, Magali. Ne t'inquiète pas. » Et je ne m'inquiétais pas. Je lui faisais confiance. C'était le fondement de 30 ans. Mais il y a eu des moments. Une fois, il y a environ 6 ans, j'ai trouvé un relevé bancaire sur son bureau. Juste le bord qui dépassait d'un magazine de voitures. Je ne l'ai pas touché. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Quelque chose dans la façon dont il était à moitié caché m'a fait sentir instinctivement que regarder serait une intrusion. J'ai remis le magazine par-dessus et suis retourné à la cuisine. J'ai repensé à ce moment de nombreuses fois depuis octobre. Il y avait des appels téléphoniques qu'il prenait dans le garage. Pas souvent, peut-être une fois tous les quelques mois. Il disait que c'était son frère Daniel ou un ancien collègue. Et j'ai accepté qu'Henri était un homme privé. J'ai respecté son intimité. Diana, sa fille, venait nous rendre visite 4 ou 5 fois par an. Elle vivait à Columbus avec son mari, Kevin, un homme à la poignée de main d'entrepreneur et aux yeux qui calculait toujours quelque chose. Je n'avais jamais vraiment apprécié Kevin. Je me disais que j'étais peu charitable. Diana était difficile, comme le sont souvent les filles de veufs. Elle avait été la maîtresse de maison de son père avant mon arrivée, et elle ne m'a jamais entièrement pardonné d'avoir changé cela. Mais nous avons maintenu une façade civile pour l'amour d'Henri. Aux funérailles, Diana a pleuré bruyamment et a tenu longtemps la photographie d'Henri. Kevin se tenait légèrement à l'écart, et j'ai remarqué, bien que je l'ai remarqué sans le comprendre, qu'il a passé une partie de la réception à parler doucement au téléphone près du placard à manteau. J'étais trop plongé dans le chagrin pour me demander ce qu'il en était. 3 semaines après l'inhumation d'Henri, un matin gris de novembre, mon téléphone sonna. Le numéro affiché à l'écran était celui de First Federal Trust. La banque d'Henri, celle où nous avions notre compte courant joint. L'homme qui parla se présenta comme Monsieur Gérard Delacroix, directeur principal des comptes. Sa voix était prudente, mesurée, mais sous le ton professionnel, il y avait autre chose. Une qualité que je ne peux décrire que comme une instabilité, comme s'il choisissait chaque mot avec la conscience qu'il était fragile. « Madame Beaumont, dit-il. Je m'excuse de vous déranger en ce moment, mais il y a une affaire liée au compte de votre défunt mari qui nécessite votre attention en personne. Je veux être transparente avec vous. C'est une affaire importante. Pourriez-vous venir à la succursale dès que possible ? » Je lui ai demandé s'il pouvait m'en dire plus au téléphone. Il y a eu une pause. « Je pense, dit-il doucement,
qu'il serait préférable que vous veniez. J'ai noté l'heure du rendez-vous d'une main qui avait déjà, sans ma permission, commencé à trembler. La succursale de First Federal Trust sur Montgomery Road était un endroit où j'étais allé peut-être une douzaine de fois en 30 ans. Henry s'occupait des opérations bancaires. Je le savais comme je connaissais le chemin du dentiste. Une familiarité fonctionnelle, rien de plus. Je me suis garé sur le parking et suis resté un instant dans la voiture, observant une jeune mère qui luttait avec une poussette près de l'entrée. Et j'ai pensé, quoi que ce soit, ce n'est probablement rien de dramatique, probablement un formulaire de pension, probablement de la paperasse. J'essayais de me protéger. Je le vois maintenant. Monsieur Gérard Delacroix était un homme soigné d'une cinquantaine d'années, avec des lunettes de lecture poussées sur son front et la manière de quelqu'un qui avait déjà livré des nouvelles difficiles mais qui ne s'y était pas habitué. Il m'a rencontré dans le hall et m'a conduite à un bureau privé, pas un bureau ouvert, une pièce à part avec une porte qu'il a fermée derrière nous. Ce fut la première indication que ce n'était pas un formulaire de pension. Il m'a offert de l'eau. J'ai accepté. Il a ouvert un dossier sur le bureau entre nous, et j'ai remarqué que ses mains n'étaient pas entièrement stables. Madame Beaumont, dit-il, je tiens à commencer par dire que votre mari était un client de longue date de cette institution, et qu'il était toujours en règle. Ce que je m'apprête à vous montrer n'est pas une question d'irrégularité de sa part, légalement parlant. Il marqua une pause sur ces deux derniers mots d'une manière qui les fit raisonner. Votre mari a maintenu un compte d'épargne individuel dans cette succursale, séparé de votre compte courant joint, pendant environ 22 ans. J'ai entendu les mots. Je les ai arrangés dans l'ordre. Je les ai compris grammaticalement avant de les comprendre dans un sens humain. Il l'a ouvert en 2002. Monsieur Delacroix continua, il a été alimenté par des transferts réguliers provenant d'une source de revenus secondaires, du travail de consultant, semble-t-il, lié à son poste municipal, des conseils en infrastructures privées, tout déclaré, tout légal. Il s'éclaircit la gorge. Au cours de ces 22 années, avec les intérêts composés et les véhicules d'investissement conservateurs attachés au compte, le solde a considérablement augmenté. Il fit glisser une seule feuille de papier sur le bureau. J'ai regardé le chiffre. Mes mains commencèrent à trembler. Non pas de froid, non pas de peur, mais de quelque chose de plus fondamental. Le genre de tremblement qui se produit lorsque le sol sous une chose bouge. Le solde était de 847 000 $. Je suis resté assise avec ce chiffre pendant ce qui m'a semblé très longtemps. En réalité, c'était probablement 45 secondes. Monsieur Delacroix ne parla pas. Il eut la grâce de laisser le silence exister. 847 000 $ sur un compte dont j'ignorais l'existence, accumulé au cours de 22 années d'un mariage que je croyais comprendre entièrement. Je suis rentré en pilotage automatique. Je me suis assise à la table de la cuisine, la chaise d'Henri vide en face de moi, et j'ai fait l'arithmétique de la trahison, pas de la trahison légale. Monsieur Delacroix avait pris soin de le dire. Légalement parlant, il n'y avait aucune irrégularité. Henri avait gagné les revenus de conseil. Il les avait déclarés. Le compte était à son seul nom, ce qui était son droit légal. Rien de ce qu'il avait fait n'était illégal. Mais 22 ans de silence. 22 ans de « nous sommes à l'aise, Magali ». Ne t'inquiète pas, 22 ans à me laisser croire que nos finances étaient simples, partagées, entièrement visibles, tandis qu'il construisait discrètement et délibérément un monde financier séparé. Pourquoi ? C'était la question qui tournait et tournait. Avait-il l'intention de me quitter ? Avait-il peur de quelque chose ? Était-ce simplement du contrôle ? Le besoin de posséder quelque chose que je ne pouvais pas toucher ? Je ne pourrais jamais lui demander. C'était peut-être la partie la plus cruelle. Puis j'ai pensé à Diana. L'appel téléphonique que Kevin avait pris à la réception. La façon dont Diana, dans les semaines suivant la mort d'Henri, avait demandé plus d'une fois et avec une spécificité que je reconsidérais maintenant, si j'avais trié tous les papiers d'Henri, si j'avais été en contact avec la banque, si j'avais besoin d'aide pour la succession. Avait-elle su ? Henri avait-il dit à sa fille ce qu'il avait caché à sa femme ? Je me suis dirigé vers le classeur d'Henri, celui qui était fermé à clé dans le bureau, dont j'avais trouvé la clé dans le tiroir de son bureau la semaine après sa mort. Je l'avais parcouru brièvement une fois, me sentant comme une intruse. Maintenant, je l'ai regardé à nouveau, plus attentivement. Le testament était là dans une enveloppe Kraft.
Le testament d'Henri rédigé. La date me surprit, il y a seulement 3 ans. Je ne l'avais pas lu avant. J'avais supposé, comme on suppose dans un long mariage, que Jean connaissait le contenu. Je l'ai lu maintenant. La maison était à moi. Notre compte courant joint était à moi. Les prestations de survivants de la pension d'Henri étaient à moi. Le compte d'épargne individuel, explicitement listé par numéro de compte, devait être divisé également entre Diana Beaumont-Mercier et Kevin Mercier, sa fille et son mari, pas sa femme. J'ai posé le document sur le bureau d'Henri et j'ai regardé la photographie encadrée à côté de la lampe. Henri et moi aux chutes du Niagara, 1998. Tous les deux riant de quelque chose qui avait déjà quitté ma mémoire. Et j'ai pris une décision, assise dans ce bureau tranquille, que je n'allais pas accepter cela sans le comprendre pleinement. Quoi qu'Henri ait eu l'intention de faire, quoi que Diana et Kevin sachent déjà, j'allais le découvrir, et j'allais prendre toutes les mesures légales à ma disposition. J'avais 72 ans. J'étais veuve et je n'avais pas, il s'avéra, terminé. L'avocate s'appelait Patricia Dubois. Une collègue de mes années à la bibliothèque. Son mari, qui avait siégé au conseil d'administration de la bibliothèque, l'avait recommandée sans hésitation. Elle n'est pas chaleureuse, m'avait dit mon amie Dorothée au téléphone, mais elle est précise. Et quand on a besoin d'une avocate, la précision compte plus que la chaleur. Patricia Dubois travaillait depuis un bureau au 2e étage sur Erie Avenue, du genre qui annonce la compétence sans fioriture. Des livres de droit à ras des étagères, des diplômes encadrés droit, un bureau dépourvu de tout sauf de l'affaire en cours. Elle avait peut-être 60 ans, des cheveux gris courts, et la posture d'écoute de quelqu'un qui s'était entraîné à ne réagir à rien avant d'avoir tout entendu. J'ai tout déposé sur son bureau, le relevé bancaire que Monsieur Delacroix avait fourni, le testament, mes 31 ans de mariage, compressé en une chronologie. Je lui ai parlé des questions de Diana concernant la succession, de l'appel téléphonique de Kevin à la réception, des revenus de conseil dont je n'avais jamais été informé. Patricia écouta sans m'interrompre. Puis elle posa 3 questions. Depuis combien de temps le testament avait-il été révisé? Avais-je été présente ou consultée lors de sa rédaction? Et connaissais-je le nom de l'avocat qui l'avait préparé? Je connaissais la réponse à la première, il y a 3 ans. La deuxième, non, je n'avais pas su qu'il était en cours de révision. La troisième, le nom de l'avocat était imprimé sur le document, Robert Lemaire de Lemaire et Associés, un cabinet dont je n'avais jamais entendu parler. Patricia prit une note. Puis elle joignit les mains. Madame Beaumont, dit-elle, je veux être directe avec vous. L'Ohio n'est pas un état de propriété communautaire, ce qui signifie que votre mari était légalement autorisé à maintenir des actifs séparés à son seul nom. Cependant, elle marqua une pause. Un conjoint survivant en Ohio a ce qu'on appelle une part élective, un droit statutaire à une portion de la succession augmentée, quelle que soit la spécification du testament. Vous avez été marié pendant 31 ans. Vous avez une base solide pour réclamer votre part élective de ce compte. Elle expliqua le processus calmement. Nous déposerions un avis d'élection auprès du tribunal des successions. Cela suspendrait la succession. Cela deviendrait également, nota-t-elle, une question d'enregistrement public, visible par toutes les parties intéressées. Diana et son mari le sauront presque immédiatement, dit-elle. Ce n'était pas exactement un avertissement, plus une reconnaissance de la réalité. Je comprends, dis-je. Ce que je n'ai pas dit, c'est que j'espérais secrètement qu'il le sache, qu'une partie de moi, celle qui était assise au bureau d'Henri à regarder les chutes du Niagara, en avait déjà assez d'être gérée. J'ai signé la compte initiale un mercredi. Dès le lundi suivant, j'ai remarqué un changement. Diana a appelé 2 fois cette semaine-là, ce qui était inhabituel. Les appels étaient chaleureux, plus chaleureux que notre registre normal et remplis de questions formulées comme des préoccupations. Comment dors-tu, Magali? Manges-tu? Thomas ne te met pas la pression à propos de quoi que ce soit, n'est-ce pas? Mon fils Thomas, notai-je, était invoqué comme une menace potentielle plutôt qu'un réconfort. C'était une chose subtile, mais j'avais été bibliothécaire pendant 30 ans. J'avais appris à lire les sous-entendus. Kevin a envoyé un SMS à Kevin, qui ne m'avait jamais envoyé de SMS indépendamment pendant toute notre connaissance, pour dire que lui et Diana pensaient à moi et espéraient que je n'étais pas submergé par les décisions en ce moment. Il savait que j'avais consulté une avocate. Je ne sais pas comment il le savait.
Peut-être avait-il un contact au tribunal des successions. Peut-être quelqu'un avait-il vu ma voiture sur Erie Avenue. Dans une ville de la taille de Cincinnati, l'information se déplace d'une manière que l'on ne peut pas toujours tracer. Ce qui importait, c'était le changement de comportement. Pendant ce temps, Patricia avait mené des enquêtes. Elle m'a appelé le jeudi de la 2e semaine. Sa voix gardait sa précision habituelle, mais il y avait une nouvelle qualité en dessous. L'énergie particulière de quelqu'un qui a trouvé ce qu'il cherchait. J'ai récupéré le dossier de succession du testament, dit-elle. Les témoins de la signature d'Henri, tous deux sont des employés de Lemaire et Associés. C'est standard et pas inhabituel en soi. Une pause. Ce qui est moins standard, c'est que j'ai parlé au docteur Étienne, qui était le médecin traitant d'Henri. Selon ses dossiers, Henri a été diagnostiqué avec une démence vasculaire précoce 14 mois avant la révision du testament. La pièce devint très silencieuse. Sa capacité au moment de la signature est, pour parler clairement, discutable, dit Patricia. Robert Lemaire aurait été obligé de procéder à une évaluation de capacité. J'ai demandé cette documentation. Si elle est absente ou insuffisante, nous avons des motifs de contestation sur la base de la capacité testamentaire. Je suis restée assise, le téléphone pressé contre mon oreille, et j'ai pensé, Henri, qui t'a dit de changer le testament? Était-ce ton idée ou la leur? Il y a encore une chose, dit Patricia. J'ai été en contact avec une ancienne associée du cabinet Lemaire qui est partie dans des circonstances litigieuses il y a 2 ans. Elle a indiqué qu'elle pourrait être disposée à nous parler de manière informelle pour l'instant. Qu'a-t-elle dit, demandai-je. Elle a dit, répondit Patricia, que Kevin Mercier était présent au bureau le jour de la signature d'Henri. Le dépôt a eu lieu un mardi matin de décembre. Gris et froid, le genre de journée d'hiver de l'Ohio qui donne l'impression que le monde a été photocopié une fois de trop. Patricia et moi nous sommes rencontrés au tribunal des successions sur Main Street, et je l'ai regardé remettre les documents au greffier avec l'efficacité expéditive de quelqu'un qui avait fait cela de nombreuses fois. Je m'étais habillé avec soin, pas pour eux exactement, mais pour moi-même. Je portais le manteau en laine bleue que j'avais acheté avec Henri lors d'un voyage à Chicago il y a 7 ans. Je ne sais pas pourquoi cela me semblait important. Peut-être parce que j'avais besoin d'être maintenu par quelque chose. L'avis de part élective a été déposé. La documentation de contestation de capacité a été soumise en même temps, appuyée par les dossiers médicaux du docteur Étienne et un affidavit préliminaire du contact de Patricia, l'ancienne associée de Lemaire, dont le nom était Sandra Chen. Attestant qu'elle avait été témoin de Kevin Mercier accompagnant Henri au bureau de l'avocat le jour où le testament révisé a été exécuté. Nous n'avions pas encore assigné Robert Lemaire. Patricia voulait garder cela pour le moment opportun, mais nous en avions assez pour bloquer la distribution de la succession et ouvrir une enquête formelle. Le jeudi de cette semaine-là, mon téléphone sonna avec un indicatif de Columbus. Ce n'était pas Diana, c'était Kevin. Il ne commença pas par des amabilités. Sa voix avait entièrement perdu l'affabilité de l'entrepreneur, et ce qui restait était quelque chose de plus plat et plus délibéré. Magali, dit-il, je pense que nous devons avoir une conversation honnête. Je suis d'accord, dis-je. J'étais debout dans ma cuisine. Je me forçais à rester debout. Il me dit avec une patience mesurée que ce que je faisais était blessant pour Diana, qu'Henri avait clairement exprimé ses souhaits et que ses souhaits méritaient d'être respectés, que contester un testament était un acte d'adversaire, et que la famille, il utilisa le mot famille avec une familiarité que je trouvais remarquable, étant donné qu'il ne m'y avait jamais incluse méritait mieux. Puis le ton changea. Je veux que vous compreniez, dit-il, qu'une contestation de capacité fonctionne dans les deux sens. S'il y a une question sur l'état d'esprit d'Henri, il peut aussi y avoir des questions soulevées sur les décisions que vous avez prises depuis sa mort. Le chagrin affecte les gens. Cela peut ressembler beaucoup à un jugement altéré. Je le compris parfaitement. Il me disait que si je poursuivais cela, il tenterait de me faire déclarer mentalement inapte. Il essaierait de déplacer la loupe de la capacité d'Henri à la mienne. Kevin, dis-je, j'apprécie votre franchise. Je serai direct en retour. J'ai retenu un avocat. Toute communication ultérieure doit passer par elle. Ses coordonnées sont sur l'avis d'élection que vous avez déjà reçu. Un silence. Magali. Au revoir, Kevin. Je raccrochai. Mes mains étaient stables. J'en fus surprise.
2 jours plus tard, Diana apparut à ma porte. Elle était seule, ce qui était inhabituel, et elle avait l'air d'avoir mal dormi. Elle est entrée parce que je l'ai laissée faire. Je ne suis pas entièrement certaine de la raison, sauf que 30 ans à être une belle-mère, aussi imparfaite que ce soit, avait laissé des traces d'instinct. J'ai fait du thé. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine. Elle pleura, sincèrement, je pense, ou du moins les larmes étaient liées à quelque chose de réel, même si la stratégie qui les entourait était calculée. Elle me dit que je détruisais la mémoire de son père, qu'Henry avait ses raisons pour ce qu'il avait fait, et que j'étais paranoïaque, que Kevin n'avait eu l'intention que de protéger la famille. Il a menacé de me faire déclarer incompétente, dis-je. Elle tressaillit légèrement. Il était contrarié, dit-elle. Il ne le pensait pas. Votre avocate devrait parler à la mienne, dis-je. Elle partit sans résolution. Je me suis tenu à la fenêtre et j'ai regardé sa voiture reculer de l'allée, et j'ai ressenti la fatigue particulière qui vient non pas de l'effort physique, mais d'une vigilance soutenue, l'épuisement d'avoir été alerte pendant très longtemps. J'ai appelé mon fils Thomas ce soir-là. Il vivait à Portland maintenant, et je ne lui avais pas encore tout dit. Je lui ai tout dit. Il est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, « Maman, j'arrive. » Tu n'as pas à le faire, dis-je, j'arrive, dit-il encore. J'ai pris 3 jours. Je n'ai pas appelé Patricia. Je n'ai pas pensé à Kevin ou Diana ou aux tribunaux des successions. J'ai cuisiné des choses que je n'avais pas cuisinées depuis des mois. Thomas est arrivé le vendredi soir et nous avons regardé de vieux films, la tradition d'Henry, qui s'avéra m'appartenir maintenant aussi. Et je me suis laissé être tranquille, mais seulement 3 jours. Puis j'ai appelé Patricia et lui ai dit que j'étais prête à continuer. L'offre de règlement est arrivée la première semaine de janvier, par lettre d'un cabinet d'avocats de Columbus, retenu par Kevin et Diana. J'en ai immédiatement reconnu l'architecture. Elle était conçue pour paraître généreuse tout en étant, en fait, un moyen de clore l'affaire avant qu'elle ne puisse s'ouvrir davantage. Ils offraient 120 000 $, un 7e de la valeur du compte, structuré comme une distribution de bonne volonté en reconnaissance des contributions conjugales de Madame Beaumont, ce qui était une manière prudente d'offrir de l'argent sans admettre que la succession me le devait. La lettre incluait un langage sur les coûts émotionnels et financiers d'un litige prolongé, et exprimait l'espoir que l'affaire puisse être résolue avec dignité. J'ai remarqué que la dignité n'était invoquée que pour que je m'arrête. Elle n'était pas invoquée pour leur conduite. J'ai apporté la lettre à Patricia un mercredi après-midi. Elle la lut sans expression et la posa sur son bureau. « Il s'inquiète, dit-elle. »« Je sais, dis-je. »« Que voulez-vous faire ?» J'y avais réfléchi pendant plusieurs jours. J'étais resté assise à la table de la cuisine avec un café froid et j'avais pensé à 120 000 $, ce qui était, selon toute mesure raisonnable, plus d'argent que je ne m'attendais à recevoir. J'ai pensé à combien il serait plus facile de le prendre et de retrouver le calme, de laisser la chaise de la cuisine vide et simple. Mais ensuite, j'ai pensé à Henry signant des documents dans un cabinet d'avocats pendant que Kevin était assis quelque part dans le bâtiment. Henry dont l'esprit avait déjà commencé à glisser tranquillement et à son insu. Henry à qui on avait peut-être dit quoi signer ou fait sentir que c'était raisonnable par l'homme que sa fille avait épousé. Le compte secret était-il le propre choix d'Henry? Peut-être. Ou peut-être que dans ces dernières années, quelqu'un l'avait orienté. Je veux refuser, dis-je. Patricia hocha la tête une fois, comme si c'était la réponse qu'elle attendait. La lettre de réponse partit cet après-midi-là. Polie, définitive. L'affaire se poursuivrait devant le tribunal. Après cela, pendant environ 2 semaines, Kevin et Diana se turent. Pas d'appel, pas de visite, pas de lettre au-delà des échanges formels entre avocats. Thomas, qui avait prolongé son séjour à Cincinnati, dit que cela ressemblait au calme avant la tempête. J'étais d'accord, mais j'ai choisi de ne pas me soucier des problèmes futurs. Au lieu de cela, je me suis concentré sur le présent. Dorothée, ma plus ancienne amie des années de bibliothèque, m'avait exhorté pendant des mois à assister au groupe de soutien au deuil de notre église. Pas le genre de thérapie de groupe, insistait-elle, mais un groupe pratique, animé par une travailleuse sociale à la retraite nommée Hélène, qui n'avait aucune patience pour l'apitoiement sur soi et beaucoup de patience pour l'honnêteté. J'y suis finalement allé un jeudi soir de janvier. Nous étions 8 dans le cercle ce soir-là. La plupart étaient des veuves et des veufs. Un postier à la retraite nommé Franck,
qui avait perdu sa femme d'un cancer. Une femme nommée Cecilia, qui avait peut-être 80 ans, avec la posture droite de quelqu'un qui avait décidé de ne céder à rien. Hélène, l'animatrice, qui avait des cheveux gris acier et une franchise que j'ai immédiatement respectée. Je ne leur ai pas parlé du testament ni du conte. J'ai plutôt parlé de la sensation de chagrin que je n'avais pas anticipée. Pas de la tristesse exactement, mais du vertige. La perte de la version du mariage à laquelle j'avais cru. La difficulté de faire le deuil de quelqu'un contre qui on était aussi, dans un compartiment privé, en colère. Hélène me regarda un instant après que j'ai fini. Le chagrin et la colère peuvent partager la même maison, dit-elle. Le problème survient lorsque les gens pensent que l'un d'eux doit partir avant que l'autre ne soit autorisé à entrer. Je suis rentré en voiture dans l'obscurité froide de janvier et j'ai ressenti pour la première fois depuis des mois un peu moins de solitude. Thomas avait préparé le dîner à mon arrivée. C'était un cuisinier décent, ce qui me surprenait à chaque fois. Nous avons mangé et parlé de son travail et de la pièce de théâtre de sa fille à l'école, et pendant 1 heure, la maison a semblé à nouveau pleine, comme elle n'est pleine que lorsqu'il y a une autre personne qui vous aime sans arrière-pensée. C'est cela, pensais-je, que je protège. Pas l'argent, ou pas seulement l'argent. Le droit d'avoir fait partie intégrante de la vie d'Henri. Le droit de ne pas avoir été géré, minimisé et discrètement exclu. Le droit de savoir ce qui était vrai. J'étais prête pour tout ce qui allait suivre. Ils sont venus un samedi de fin janvier sans prévenir, ce qui était en soi une déclaration d'intention. La voiture de Kevin s'est garée dans l'allée à 10 heures du matin, et j'ai regardé depuis la fenêtre de la cuisine alors qu'ils sortaient tous les deux. Diana avec un plat couvert, ce qui était un accessoire si évident que j'ai failli sourire. Ils avaient coordonné cela. Le plat couvert, l'arrivée inopinée, le samedi matin, tout cela choisi pour suggérer la spontanéité alors que c'était tout sauf cela. J'avais été bibliothécaire scolaire pendant 30 ans. Je connaissais la différence entre une visite naturelle et une mise en scène. Thomas était allé à l'épicerie. J'étais seul. Je les ai laissés entrer. Je tiens à préciser que c'était un choix, pas une défaillance nerveuse. Je voulais entendre ce qu'il dirait quand il croirait me désavantager. Je voulais voir à quoi il ressemblait quand il pensait qu'il gagnait. Diana posa le plat sur le comptoir, une sorte de gratin, encore chaud, et me serra dans ses bras avec la sincérité exercée de quelqu'un qui a décidé que la chaleur est une tactique. Kevin me serra la main et dit que j'avais bonne mine. Ses yeux évaluaient la maison avec l'efficacité de quelqu'un qui calcule son contenu. Je le remarquai jeter un coup d'œil à la bibliothèque, à la cheminée, à la photographie d'Henri et moi aux chutes du Niagara. Il faisait une sorte d'arithmétique. Nous nous sommes assis dans le salon. Diana a fait la plupart des discours au début, et elle était douée pour ça. Je lui accorderai cela. Elle a parlé de l'amour que son père me portait, du fait que rien de tout cela n'était ce qu'aucun d'entre eux n'avait voulu, de son espoir que nous puissions trouver un moyen qui honorerait la mémoire d'Henri. Elle tenait un mouchoir qu'elle n'utilisa pas vraiment. Kevin hocha la tête par intervalles, jouant le rôle de mari raisonnable, un rôle qu'il avait, je le soupçonnais, répété pendant le trajet depuis Columbus alors, et la transition fut suffisamment fluide pour que quelqu'un de moins attentif l'ait manqué. La conversation a changé. Kevin se pencha légèrement en avant et dit qu'il voulait être honnête avec moi sur quelques points. Il dit que le processus juridique que j'avais mis en place prendrait des mois, peut-être plus longtemps, que cela serait coûteux, mais coût aussi bien que les leurs. Que les tribunaux de l'Ohio étaient imprévisibles et que les contestations de capacité étaient difficiles à prouver, et que ce que Patricia Dubois m'offrait était de l'espoir, pas de la certitude. Il nomma un chiffre, le coût approximatif d'un litige successoral soutenu, avec l'autorité décontractée de quelqu'un qu'il avait recherché la veille au soir. Magali, dit-il, vous avez 72 ans. Voulez-vous vraiment passer la prochaine année de votre vie dans un tribunal? Je le regardai. Je ne dis rien. Il continua. Il dit que les dossiers du docteur Étienne avaient déjà 3 ans, qu'Henri avait été pleinement fonctionnel dans la vie quotidienne. Il conduisait lui-même, gérait son ménage, prenait ses propres décisions, que Sandra Chen, le témoin de Patricia, avait un historique de grief avec le cabinet de Robert Lemaire, et n'était pas une source fiable. Elle a une dent contre lui, dit-il, comme si la phrase était dévastatrice. Qu'ils avaient déjà consulté 2 avocats supplémentaires qui avaient affirmé la validité du testament et que ses opinions seraient soumises au tribunal. Il exposa chaque point patiemment,
de la même manière que l'on démonte quelque chose pièce par pièce, le gratin sur le comptoir, le ton raisonnable, le démantèlement prudent et systématique de chaque pièce de mon dossier livré dans un salon où la photographie d'Henri était toujours sur la cheminée. Et à travers tout cela, je ressentais quelque chose d'intéressant. Je me sentais calme. Pas le faux calme de quelqu'un qui supprime la panique, mais quelque chose de plus authentique. La stabilité qui vient d'avoir déjà décidé, de connaître son propre terrain. Puis Diana parla de nouveau, et sa voix avait changé. La chaleur était plus mince maintenant, quelque chose de plus dur et moins patient en dessous. Nous ne voulons pas que cela devienne quelque chose de laid, dit-elle. Mais si cela se produit, si vous continuez à pousser, il y aura des choses qui sortiront sur le mariage qui pourraient vous être difficiles. Des choses qui peignent un tableau différent de celui que vous avez. Je sentis l'air de la pièce changer. Quelle chose, demandai-je. Ma voix était égale. Elle hésita. La mâchoire de Kevin se serra presque imperceptiblement. Un petit signe. Le seul qu'il avait montré. Henri s'est confié à Diana, dit-il. Il y a eu des difficultés dans le mariage, des périodes de tension significatives. Henri a eu des conversations avec Diana qu'il n'a jamais eues avec vous. Si cela va en justice et que le caractère devient pertinent, si la nature du mariage devient une partie du dossier, Kevin, dis-je, vous êtes assis dans ma maison, dans la pièce où Henri et moi avons passé 30 ans. Et vous menacez de fabriquer des difficultés dans mon mariage avec un homme qui ne peut pas parler pour lui-même. Je le regardais sans cligner des yeux. Je veux que vous partiez, tous les deux, maintenant. Un silence s'installa dans la pièce. L'horloge sur la cheminée tic-tacka. Dehors, une voiture passa dans la rue. Kevin se leva le premier. La performance du mari raisonnable se dissipa entièrement, et ce qui restait en dessous était simplement une froide fureur. La colère de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il veut, qui vient de rencontrer un obstacle qu'il avait sous-estimé. Il boutonna sa veste. Il ramassa ses clés de la petite table où il les avait posées à son arrivée. Diana se leva après lui. Pendant un bref instant non gardé, elle eut l'air de pouvoir dire quelque chose de sincère, comme si la vraie personne sous la stratégie était sur le point de faire surface, épuisée par le poids de ce qu'il faisait. Je la regardai, mais elle regarda Kevin et cela passa. Ils partirent. La porte d'entrée se referma derrière eux. J'entendis la portière de la voiture de Kevin se refermer avec une sorte de violence contrôlée. Pas un claquement, mais presque. Je suis resté longtemps seul dans le salon. Le gratin était toujours sur mon comptoir de cuisine. Il y avait de la peur. Je ne ferai pas semblant du contraire. Pas la peur d'eux en tant que personne, mais la peur de ce qu'ils étaient prêts à faire. Le vertige particulier qui vient de la réalisation que quelqu'un n'est pas contraint par les mêmes limites éthiques que vous supposiez s'appliquer à tout le monde. Il venait de me dire dans un salon, avec Henri regardant depuis sa photographie, qu'ils étaient prêts à inventer des choses, à fabriquer une version de mon mariage et à la présenter à un tribunal, à utiliser le silence d'Henri. Le silence permanent et irréversible des morts comme une arme contre moi. Mais voici ce que j'ai découvert dans cette pièce, assis seul avec l'horloge qui tic-tac et le gratin indésirable. La peur et la détermination n'étaient pas des opposés. Elles nourrissaient la même source. La peur a tout aiguisé, a rendu les enjeux lisibles, concrets et réels. Je savais avec une clarté que je n'avais pas possédée avant ce matin que je ne pouvais pas laisser cela inachevé, que m'éloigner maintenant serait confirmer tout ce qu'il croyait de moi, que j'étais gérable, que j'étais vieille, que je finirais par être assez fatigué pour arrêter. Je n'étais pas assez fatigué pour arrêter. J'ai appelé Patricia le lundi matin avant même d'avoir fini mon café. Ils sont venus à la maison samedi, dis-je. Ils menacent de présenter des informations fabriquées sur le mariage si l'affaire se poursuit. Un bref silence. Puis, bien. Notez tout ce qui a été dit. Les mots exacts là où vous pouvez vous en souvenir. Des mots approximatifs là où vous ne pouvez pas, avec la date et l'heure. Cette conversation pourrait devenir directement pertinente. Elle n'a pas semblé alarmée. Elle a semblé comme quelqu'un à qui on venait de remettre une preuve utile. Je vous l'enverrai cet après-midi, dis-je. L'audience devant le tribunal des successions était prévue pour un jeudi de la 3e semaine de février. Patricia avait passé les semaines précédentes à construire sa présentation avec la patience méthodique de quelqu'un qui pose des briques, chaque pièce placée délibérément, testée pour sa stabilité avant que la suivante ne soit ajoutée.
Sandra Chen avait accepté de témoigner formellement. Sa déposition avait été prise la semaine précédente, et j'avais lu la transcription 3 fois. Elle était précise. Elle avait été parajuriste chez le maire et associée pendant 11 ans avant de partir. Elle a déclaré sous serment que, à la date d'exécution de la révision du testament d'Henri, Kevin Mercier était présent au bureau pendant environ 40 minutes avant l'arrivée d'Henri, qu'il était en conférence avec Robert le maire, et qu'il était celui qui avait conduit Henri au rendez-vous. Elle a également déclaré qu'Henri lui avait paru, dans sa description, confus et déférent, qu'il lui avait demandé une fois dans quelle pièce il devait aller, bien qu'il se soit rendu au bureau 3 fois auparavant. Les dossiers du docteur Étienne documentaient en langage clinique le diagnostic de démence vasculaire précoce en février 2020. La révision du testament avait été signée en avril 2021. 14 mois. L'évaluation de la capacité dans le dossier de Lemaire, que Patricia avait finalement obtenu par voie de découverte formelle, était un seul paragraphe. Il posait à Henri 3 questions d'orientation et notait qu'il avait répondu correctement à toutes. Son nom, l'année, le nom du président actuel. Il n'évaluait pas le raisonnement financier complexe. Il ne notait pas le diagnostic de démence dont le maire n'avait pas posé de questions. Patricia avait obtenu un témoin expert, une gérontopsychiatre nommée Dr Myriam Rousseau, qui avait examiné les dossiers médicaux et donné un avis écrit selon lequel la capacité testamentaire d'Henri au moment de la signature était, au minimum, substantiellement incertaine. Nous sommes arrivés au palais de justice un jeudi matin de février. Je portais à nouveau le manteau en laine bleue. Thomas était à mes côtés. Dorothée avait proposé de venir et j'avais accepté. Elle était assise dans la galerie avec la solidité tranquille de quelqu'un qui avait été une amie assez longtemps pour ne nécessiter aucune instruction. Kevin et Diana étaient déjà assis avec leur avocat, un jeune homme de Columbus nommé Brett Bertrand, qui avait la prestance de quelqu'un qui croyait que la confiance était la même chose que la compétence. Il avait soumis un mémoire en réponse arguant que la contestation de capacité manquait de fondement et que le témoignage de Sandra Chen était motivé par un grief personnel contre le cabinet de Lemaire. L'audience commença. Patricia présenta la chronologie avec l'économie de quelqu'un qui n'avait pas besoin d'embellir. Le compte ouvert en 2002. Le testament révisé en 2021 après le diagnostic avec Kevin présent. L'évaluation de capacité inadéquate, l'avis d'expert du docteur Rousseau, le témoignage de Sandra Chen. Le contre-interrogatoire de Sandra Chen par Brett Bertrand fut agressif et, je le pensais, mal calculé. Il la pressa sur son départ du cabinet de Lemaire, les circonstances litigieuses que Dorothée avait mentionnées. Sandra répondit à chaque question avec le même calme constant. Elle n'était pas partie à cause d'un grief personnel. Elle a dit qu'elle était partie parce qu'on lui avait demandé de témoigner sur des documents sans les lire et qu'elle avait refusé et avait ensuite trouvé sa position intenable. Cette réponse atterrit dans la pièce comme une pierre dans l'eau calme. La juge, une femme d'une 60aine d'années nommée juge Carla Morel, qui avait l'attention tranquille de quelqu'un de très bon dans son travail, écrivit quelque chose sur son bloc-notes. Puis Brett Bertrand fit ce que je ne peux décrire que comme une erreur de confiance excessive. Il appela Kevin à témoigner sur un point de procédure concernant le fonctionnement régulier d'Henri dans la vie quotidienne. Une tentative d'établir qu'Henri était capable et indépendant. Kevin prit la barre avec le calme de quelqu'un qui croyait être meilleur que ce qu'il était. Patricia le contre-interrogea. Elle lui demanda de décrire sa relation avec Henri. Il la décrivit chaleureusement, étroite, confiante, un lien de père à fils. Elle demanda à quelle fréquence il avait parlé à Henri au cours des 2 années précédant la mort d'Henri. Fréquemment, dit Kevin, toutes les semaines. Elle demanda si Henri avait déjà discuté de ses arrangements financiers avec Kevin. Kevin hésita. En termes généraux, dit-il. Elle demanda si Kevin avait été au courant, avant la mort d'Henri, du compte d'épargne individuel chez First Federal Trust. Une pause plus longue. Henri a mentionné qu'il avait des économies, dit Kevin. Elle demanda si Kevin avait discuté du testament avec Henri. Henri m'a exprimé ses volontés. Oui. Elle demanda quand ces conversations avaient eu lieu. Kevin nomma une année. Patricia déposa un document au dossier. Il s'agissait d'un relevé d'appel obtenu par voie de Discovery montrant que les appels de Kevin au téléphone portable personnel d'Henri étaient passés d'une moyenne de 2 fois par mois à une moyenne de 8 fois par mois au cours des 14 mois entre le diagnostic de démence d'Henri et la révision du testament. Kevin regarda le document. Les gens parlent davantage quand quelqu'un est malade, dit-il. Oui,
Patricia acquiesça. C'est vrai. Elle laissa le silence s'installer pendant exactement le bon nombre de secondes. La juge Morel regarda Kevin par-dessus ses lunettes de lecture avec une expression que je n'aurais pas pu décrire précisément. Non pas de l'hostilité, mais une forme d'attention très spécifique, celle qui signifie qu'une décision est déjà en train de se former. L'audience fut suspendue pour délibération. Dans le couloir extérieur, je me tenais avec Thomas et Patricia. Diana était assise de l'autre côté du couloir avec Kevin, qui avait les coudes sur les genoux et parlait à Brett Bertrand d'une voix basse et tendue. Diana regarda le sol. Elle ne me regarda pas. Est-ce cela que l'on ressent? Ai-je pensé d'avoir dit la vérité assez fort pour qu'elle porte? Patricia me toucha brièvement le bras. Vous avez bien fait, dit-elle, ce qui, de sa part, équivalait à une ovation. La juge Morel rendit sa décision 11 jours plus tard par écrit, livrée via le bureau de Patricia un lundi après-midi. J'étais assise à la table de la cuisine quand Patricia a appelé. La même table où j'étais assise avec un café froid en octobre, la même chaise, la lumière de l'après-midi venant par la même fenêtre. Certaines choses changent et d'autres restent immobiles. Le tribunal a confirmé la contestation de capacité. Patricia a déclaré que la révision de 2021 du testament d'Henri a été invalidée dans ses portions pertinentes. Le legs à Kevin et Diana Mercier du compte d'épargne individuel est nul. Je suis restée assise tranquillement un instant. Votre demande de part élective, a-t-elle poursuivi, a été accordée en vertu de la loi de l'Ohio. Compte tenu de la durée du mariage et de la taille de la succession, le tribunal a déterminé que votre part élective constitue 100% des actifs de la succession augmentée en litige. La totalité du compte. J'ai dit, pouvez-vous répéter cela? Elle l'a répété. 847 000 $ plus les intérêts accumulés pendant la procédure d'homologation, ce qui porte le total à un peu plus de 863 000 $. Patricia a expliqué le reste avec sa précision habituelle. Robert Lemaire avait été renvoyé au barreau de l'État de l'Ohio pour une enquête disciplinaire concernant l'adéquation de son évaluation de capacité. Le témoignage de Sandra Chen avait été consigné au dossier officiel et ferait partie de cette enquête. Kevin Mercier ne faisait pas face à des accusations criminelles. Il n'y avait pas suffisamment de preuves pour prouver au-delà de tout doute raisonnable qu'il avait exercé une influence excessive par opposition à une influence manipulatrice qui existe dans un registre plus sombre et plus ambigu juridiquement. Mais le dossier civil de la procédure, y compris l'analyse des journaux téléphoniques et le témoignage de Sandra Chen, était désormais une question de dossier public. Ce n'était pas rien. En fait, selon la vie professionnelle de Kevin, c'était beaucoup. Brett Bertrand, m'a-t-on dit, avait déposé un avis d'intention de faire appel. Patricia m'a informé que les motifs d'appel étaient minces et qu'elle était confiante qu'il n'aboutirait pas. Ce n'était pas une personne qui utilisait le mot « confiant » à la légère, ce qui signifiait quelque chose. Je l'ai remercié. Je crois que je l'ai remercié 3 fois, ce qui était probablement inhabituel pour ses interactions avec les clients. Elle l'a accepté avec un calme que j'en étais venu à comprendre comme l'équivalent de la chaleur pour elle. J'ai appelé Thomas immédiatement après. Il était toujours à Cincinnati. Il avait prolongé son séjour 2 fois maintenant, et son employeur, je le soupçonnais, commençait à le remarquer. Il a décroché au 2e coup. Quand je lui ai dit, il est resté silencieux un instant. Puis il a ri. Un rire authentique, échappé de lui par surprise. Maman, dit-il, je sais. J'ai dit, tu sais, Henri t'a laissé de côté et tu es juste allé au tribunal. Et Thomas, dis-je, viens dîner ce soir. Je vais cuisiner. Il est venu. J'ai préparé le rôti de peau au feu qu'Henri avait toujours demandé pour son anniversaire, et que je n'avais pas fait depuis sa mort. La cuisine sentait comme elle sentait les bons soirs quand la maison était pleine et que nous n'avions nulle part où aller. Thomas a mis la table et nous avons mangé et parlé jusqu'à près de minuit. Il m'a dit qu'il allait appeler sa fille, ma petite fille Emma, qui avait 7 ans et que je n'avais pas vue depuis l'été précédent, et a arrangé sa visite au printemps. À un moment donné après le dîner, il m'a regardé à travers la table et a dit, « Es-tu en colère contre Henri pour t'avoir tout caché ?» J'y ai réfléchi longtemps. « Oui, dis-je. Je pense que maintenant c'est plus compliqué que de la colère. Je pense qu'Henri avait peur de quelque chose. Peut-être de perdre le contrôle, peut-être de sa maladie, peut-être de Diana, peut-être de tout cela. Je ne pense pas qu'il ait cessé de m'aimer. » J'ai fait une pause.
Mais je pense aussi que l'amour sans honnêteté n'est que la moitié de ce qu'il devrait être. Thomas hocha lentement la tête. L'appel, lorsqu'il est venu, a été rejeté dans son intégralité 6 semaines plus tard par la cour d'appel. Les fonds ont été transférés sur mon compte en avril. Je n'ai rien dépensé pendant les 2 premières semaines. J'ai simplement laissé l'argent visible sur mon écran de banque en ligne, que j'avais enfin appris à naviguer avec l'aide de Thomas. Je l'ai regardé comme on regarde quelque chose qui a mis longtemps à être gagné. Puis j'ai appelé Patricia et j'ai payé sa facture, qui était substantielle et en valait entièrement la peine. Puis j'ai appelé mon conseiller financier, une personne que j'avais trouvée seule grâce à la recommandation de Dorothée, sans consulter personne du nom de Mercier, et j'ai commencé à faire des plans. Le printemps est arrivé à Cincinnati avec l'insistance particulière qu'il a en Ohio, comme pour compenser la longueur de l'hiver avec une couleur agressive. Les bourgeons rouges sur Sycamore Lane sont sortis la 2e semaine d'avril, et je les ai dépassés lors de mes promenades matinales. Une habitude que j'avais commencé en janvier et que je n'avais pas interrompue, et j'ai pensé avec une certaine surprise que j'étais heureuse, non pas le bonheur fonctionnel étouffé de quelqu'un qui gère son chagrin, quelque chose de plus pur que cela. Quelque chose qui ressemblait au retour d'un mois que j'avais mis de côté pendant un certain temps. J'avais pris plusieurs décisions. La première était que je resterais dans la maison, que certaines personnes m'avaient suggéré de vendre. Je ne la vendrais pas. J'y avais vécu pendant 24 ans, et j'avais l'intention d'y vivre jusqu'à ce que je décide autrement, et la décision serait la mienne seule. J'ai repeint le bureau, le vert pâle d'Henri, qui avait toujours ressemblé plus à sa pièce qu'à la mienne, d'une crème douce que je préférais. J'ai donné sa chaise à Thomas. J'ai acheté un nouveau fauteuil pour moi, bleu, positionné de manière à pouvoir voir le jardin par la fenêtre. La deuxième décision fut Emma. Ma petite fille est venue en mai, comme Thomas l'avait promis, et elle avait 7 ans et avait des opinions sur tout et n'avait peur de presque rien. Et elle a rempli la maison d'une énergie que j'avais oublié qu'une maison pouvait contenir. Nous avons planté des tomates ensemble dans le jardin. Nous sommes allés aux eaux de Cincinnati où elle m'a longuement informé sur les capybaras, qui sont apparemment son principal intérêt actuel. Nous avons fait des biscuits et avons raté la première fournée et en avons ri. Thomas est venu avec elle et est resté 10 jours. J'allais au groupe de soutien au deuil d'Hélène tous les jeudis, maintenant en tant que membre régulier plutôt qu'en tant que nouvelle venue réticente. J'avais finalement parlé au groupe du testament, du compte et des procédures judiciaires, avec soin, sans détails identifiables, et leur réaction avait été ce dont j'avais besoin, non pas du choc, mais de la reconnaissance. Franck, le postier à la retraite, avait dit « Vous ne les avez pas laissés réécrire l'histoire ». Il avait raison. C'était précisément cela. Dorothée et moi déjeunions tous les 2 mardis dans un restaurant thaïlandais que nous avions découvert ensemble et que nous considérions maintenant comme le nôtre. En juin, j'ai réservé un voyage. La fille de Thomas, Emma, avait dit avec la franchise des enfants de 7 ans qu'elle n'avait jamais vu l'océan. J'ai arrangé pour que nous 3 allions sur la côte du Maine en août, un cottage à Rockport, 2 semaines, sans programme particulier. Je n'avais jamais été dans le Maine non plus. Henri avait toujours voulu aller quelque part en Europe pour nos vacances annuelles, et j'avais accepté. Le Maine était sur ma liste secrète depuis des années. J'ai payé le cottage avec de l'argent qui était à moi. Quant à Kevin et Diana, je sais ce qui s'est passé parce que Cincinnati n'est pas si grande, et parce que Dorothée, qui est connectée au tissu social de la ville d'une manière qui étonnerait un observateur occasionnel, m'a tenu informé avec précision sans éditorialiser. Le dossier public de la procédure d'homologation, y compris l'analyse des journaux téléphoniques et le témoignage de Sandra Chen, avait été repris par un journaliste économique de Columbus qui écrivait un article plus large sur la manipulation de succession et l'abus financier envers les personnes âgées. Kevin n'a pas été nommé dans l'article comme ayant commis un crime parce qu'il n'avait pas été accusé d'un tel crime, mais son comportement a été décrit avec précision en utilisant des documents publics. L'article est paru en février. Kevin travaillait dans le secteur de la construction commerciale. Il avait un associé depuis 12 ans, un homme nommé Philippe, avec qui il avait bâti une entreprise de taille moyenne sur le marché de Columbus. Philippe, m'a-t-on dit, avait lu l'article. Le partenariat a été dissous d'un commun accord en mars. Sans les connexions et les connaissances opérationnelles de Philippe, les contrats de Kevin ont commencé à se raréfier. En été, il avait licencié 2 employés et prenait des petits travaux résidentiels. La maison à Columbus, qu'ils avaient refinancée pour la valeur nette pendant la procédure judiciaire, portait maintenant plus de dettes qu'auparavant. Diana ne m'avait pas parlé.
Je ne m'y attendais pas. Elle était en colère, et le chagrin et la colère, comme Hélène l'avait dit, peuvent partager la même maison pendant longtemps. Peut-être qu'un jour, dans des années, quand les aspérités se seraient adoucies, quelque chose serait possible. Je n'y comptais pas. Je ne l'exigeais pas. Ce que j'exigeais était beaucoup plus simple, être honnête, être présente et prendre soin de la vie que j'avais. En août, Emma se tenait pour la première fois au bord de l'océan Atlantique dans le Maine. Elle portait ses baskets rouges, qu'elle refusait d'enlever malgré ma douce suggestion, et elle laissait l'eau froide couler sur elle et regardait l'horizon avec une expression de pur et total étonnement. « Mamie, dit-elle, c'est si grand. » « Oui, dis-je. » Ça l'est vraiment. Je me tenais à côté d'elle au bord de l'océan et je sentis sans sentimentalité que l'histoire que je vivais avait tourné une page. Henri était derrière moi, non pas oublié, non pas résolu en simplicité, mais intégré. Une partie du paysage de ce qui s'était passé plutôt qu'un obstacle sur le chemin. La page à venir était blanche. J'ai trouvé que j'avais hâte d'écrire dessus. J'avais 72 ans et j'étais veuve et on venait de me remettre le test le plus important de ma vie. Non pas dans une salle d'audience, mais dans ma propre cuisine, décidant d'ouvrir ou non ce dossier. Décidant si une femme de mon âge, seule, en deuil, avait le droit d'exiger la vérité sur son propre mariage. Elle le fait. Je l'ai fait. Et vous aussi. Ce que j'ai appris, c'est ceci, la confiance n'est pas la même chose que la complaisance. Aimer quelqu'un ne signifie pas renoncer à votre droit de savoir ce qui est vrai. Et être vieux ne signifie pas être fini. Cela signifie que vous avez vécu assez longtemps pour savoir exactement ce qui vaut la peine d'être combattu. Les gens qui comptaient sur mon silence avaient tort à mon sujet. Ne laissez personne se tromper sur vous de la même manière. Si vous aviez été assise à cette table, ce dossier devant vous, vos mains tremblant déjà, l'auriez-vous ouvert? Auriez-vous combattu même lorsque le combat était épuisant, effrayant et incertain? Je crois que oui. Je crois que c'est pourquoi vous êtes toujours là à écouter. Si cette histoire vous a ému, veuillez laisser un commentaire et la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et merci sincèrement du fond du cœur d'avoir écouté jusqu'à la fin.